Les savants sont les héritiers des prophètes dont le seul patrimoine légué au monde est précisément la science. La posturologie ou la marche ambulante des espèces n'est pas un thème exclusif aux sciences biologiques et paléontologiques, elle est également un fond de sujet que la révélation requiert et la consigne dans ses doléances et registres coraniques. En effet, le Coran recommande à l'intérimaire sur Terre d'inscrire la locomotion des animaux comme une variable de rangement et un paramètre de classification. La locomotion se traduit en général par des mouvements variés, adaptés aux différents milieux et à des modes de vie distincts. La locomotion permet de préciser des notions sous-jacentes comme les 4 principaux modes de locomotion, la reptation, la bipédie, la quadrupédie et le vol par le battement des ailes. Ce mode de classification, en biologie, permet de construire les savoirs sur les modes de déplacement des espèces. En voici des exemples de types de locomotion. À la sourate intitulée « En Nour, la lumière », verset 45, Dieu dit والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a créé toute espèce ambulante à partir de l'eau. Il y en a qui marchent par reptation, d'autres marchent par bipédie, et d'autres encore marchent par quadrupédie. Allah crée à son gré, et son omnipotence embrasse toutes choses. Voici donc un verset coranique qui renvoie la création de l'être vivant vers un ajustement postural de sa structure osseuse, lui permettant une locomotion plus fonctionnelle et de manière variée chez le vivant. En effet, l'Omniscient crée à son gré et fait adapter à chacune de ses créatures la posture adéquate et qui correspondrait au mieux d'exploiter son environnement. L'Omniscient met en accord l'organisme vivant avec les conditions qui lui sont extérieures. Il perfectionne ses organes et les rend plus aptes au rôle qu'il semble jouer dans la vie de l'individu. Il met l'organisme tout entier en cohérence avec le milieu. Il met en œuvre une biologie évolutive et modifie les caractères anatomiques et physiologiques qui auraient tendance à agir sur les traits comportementaux du parc de sa création. Ces changements ou modifications apparaissent, à notre humble avis, comme une propulsion vers l'avant, vers un nouvel état d'adaptation de caractère qui assurerait la survie et le succès reproductif des individus qui en sont porteurs. Tout laisse à croire, selon le verset précédent que la vie est apparue primitivement dans les eaux liquides. De nombreuses espèces vivantes sont apparues dans ces milieux aquatiques. Elles ont, par l'infinie ingéniosité de l'Omniscient, émergé des eaux saumâtres ou douces. Elles ont acquis des caractères génétiques et rendu leur peuplement dans les milieux aquatiques, sur la terre ferme et l'espace aérien. Et, selon leur mode adaptatif de locomotion. Les paléontologues ont intitulé cette étape de créativité des espèces, la sortie des eaux, une phase de l'évolution qui a permis aux êtres vivants d'apparaître et de coloniser progressivement les différents milieux. Les premiers des vertébrés qui se sont déplacés sur les terres émergées des continents et ont respiré à l'air libre sont les poissons. Puis, vint l'étape suivante qui ont fait apparaître des tétrapodes. Ces tétrapodes terrestres possédaient à la fois des branchies, caractères de poissons, et des poumons, caractères de vertébrés terrestres. Le sélacanthe a une morphologie et une anatomie proche de celle de ces poissons ancestraux qui se seraient aventurés sur la terre ferme. Le sélacanthe possède en particulier des nageoires à base charnue et ossifiée. Le périophthalme, une autre espèce qui était un poisson, aurait vécu dans les mangroves, forêts côtières marécageuses des régions intertropicales. Ces nageoires modifiées lui permettaient de se hisser hors de l'eau, là. Il pouvait respirer grâce à sa peau humide très riche en vaisseaux sanguins superficiels. Dans la classe des batraciens ou amphibiens, chaque individu passe, au cours de son développement, du milieu aquatique au milieu aérien. À la sourate intitulée « À El-An'am, les bestiaux », verset 37, Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il n'existe nulle espèce ambulante, marchant en milieu terrestre, ou nul oiseau battant ses ailes en milieu aérien, qui ne soit des groupes d'espèces communes à vous.
Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. La conquête du milieu aérien. Elle est apparentée au vol des oiseaux. Archaeopteryx lithographica. Ce fossile est âgé de 150 millions d'années. Il possède des plumes, et les plumes caractérisent les oiseaux. Les plumes des oiseaux sont des formations cutanées. Les plumes du duvet isolent l'animal et vont le protéger contre le froid. Les plumes des ailes, qui sont fortement asymétriques, vont permettre à l'animal le vol plané, alors que les plumes de la queue, elles, vont permettre à l'animal de se diriger pendant ce vol. Quant au squelette de l'aile, il est formé par le bras, l'avant-bras et les doigts fusionnés qu'on sent très très bien au toucher. Le squelette de la queue, lui, est formé de quelques vertèbres qui sont fusionnées. Ces vertèbres sont beaucoup plus courtes que la longueur totale de la queue quand on rajoute les plumes. Tout ceci se voit bien sur le squelette d'un oiseau. Bras, avant-bras, main avec 2 doigts fusionnés et un libre, squelette de la queue court. Archaeopteryx est le plus vieil oiseau connu. En tant que tel, il possède des plumes et on sait qu'il était capable de battre des ailes pour voler. Néanmoins, si on compare sa morphologie avec celle des autres oiseaux, on va se rendre compte qu'il y a de nombreuses différences. Notamment au niveau de la queue, où là on a une longue queue osseuse. Au niveau de la main, où on voit des doigts libres munis de petites griffes. Et au niveau du crâne, où on a des petites dents, comme sur cette reconstitution, où on retrouve toutes ces caractéristiques. Les différences portent également sur la cage thoracique. Un oiseau a des côtes soudées et un énorme sternum, le bréchet, sur lequel se fixent des muscles puissants nécessaires à un vol soutenu. Tous ces dispositifs permettent le vol très élaboré des oiseaux actuels et sont apparus peu à peu tout au long des 70 millions d'années qui séparent Archaeopteryx des oiseaux modernes. Mais si Archaeopteryx ressemble beaucoup à un oiseau, c'est aussi un dinosaure. Le chemin qui mène aux oiseaux est progressif. Voici Sinosauropteryx. Les droméosaures sont le groupe de dinosaures carnivores le plus étroitement apparenté aux oiseaux. Tout comme les oiseaux, ils possèdent une particularité au niveau du poignet, c'est que l'articulation du poignet se fait par l'intermédiaire d'un os unique qu'on appelle le semi-lunaire. Et cet os va permettre aux oiseaux de plier leurs ailes et il va permettre aux dinosaures carnivores, aux droméosaures, d'être d'excellents prédateurs. Les ornithologues ont estimé que le plus ancien de tous les oiseaux connus est l'Archaeopteryx. Mais il s'est avéré qu'une pintade préhistorique a été plus primitive que l'oiseau Archaeopteryx. Elle est la plus proche cousine. Elle est Adam de la junte volatile. Les paléontologues l'ont reconstituée à partir de plusieurs fossiles découverts dans les sédiments de la Terre. L'Archaeopteryx est représenté par une aile ancienne, aux traits de saurien et d'avien. Il fut considéré comme le chaînon entre les dinosaures et les oiseaux. Vieux de 150 millions d'années et vivant à la fin du Jurassique, cet animal resta l'unique dinosaure à plumes connu. Cet oiseau rare de la taille d'une pie a vécu il y a environ 150 millions d'années dans un environnement tropical. Il possédait des plumes semblables à celles des oiseaux actuels, et ses clavicules étaient soudées entre elles en sorte de fourchette, ce qui constitue des caractères singuliers pour des animaux du Jurassique. Ses os pleins et l'absence de bréchet sur le sternum limitaient cependant sa capacité de voler, lui permettant de planer plutôt que d'avoir un vol puissant. Il est possible qu'il n'ait été capable que de planer d'un arbre à un autre. Les informations obtenues ont changé la base de l'arbre évolutif des oiseaux. Il paraît que c'est le seul animal à avoir des plumes. Il y a 150 millions d'années, lorsque cohabitaient petits dinosaures à plumes et premiers oiseaux primitifs dotés de dents et d'une queue. Les études faisant la comparaison de l'ADN des espèces d'oiseaux ont éclairé les relations entre les oiseaux, et continuent de le faire, mais beaucoup des groupes qui étaient à l'origine basés sur des critères morphologiques sont toutefois demeurés valides. L'Archaeopteryx possédait plusieurs caractéristiques, dont certaines étaient présentes chez les dinosaures terrestres. Beaucoup de scientifiques croient que les oiseaux ont évolué à partir de dinosaures recouverts de plumes. Ces oiseaux appartiennent à la classe des vertébrés, qui sont des groupes d'animaux pourvus d'une colonne vertébrale. Ces oiseaux appartiennent au groupe des tétrapodes, qui possédaient 4 membres, comme les amphibiens, les mammifères et tous les reptiles. Les oiseaux fossiles de la période du Crétacé appartenaient à des groupes disparus tels que les antimonites. Ils sont appelés oiseaux opposés, ou contraires, qui restent caractérisés par des articulations de la ceinture scapulaire et une structure des os des jambes opposées à ceux des oiseaux modernes. Les oiseaux qui ont survécu les extinctions catastrophiques de la fin de la période du Crétacé s'est vu lui succéder une autre plus améliorée génétiquement en apparence et apparentée au groupe d'oiseaux actuels. À la sourate intitulée « L'araignée », verset 19, Dieu dit.
بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parcourez la terre et voyez comment Dieu a entamé la création. Voici donc un verset géoscientifique qui interpelle autant le géologue que le biologiste à se faire une opinion sur la question des origines. L'omniscient invite l'homme à requérir des informations relatives à l'environnement terrestre, à entreprendre des expéditions scientifiques afin d'en tirer des horizons de la Terre, de la sédimentologie, les mécanismes et les processus pouvant expliquer l'extraordinaire épopée de la création. Aujourd'hui, la science dispose d'outils pouvant expliquer le récit de nos origines. À la sourate intitulée « Le Créateur », Fatir, verset 10, Dieu dit. Bismillahirrahmanirrahim. الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah vous a créé d'une terre sédimentaire, puis d'une substance séminale. Il vous a ensuite établi en couple bipare. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il ne le sache. Et toute séquence séquencée pour prolonger la vie ou à l'abréger est consignée dans le livre. Cela est vraiment aisé pour Allah. À la sourate intitulée « La prosternation », versets 7 à 9, Dieu dit. Bismillahirrahmanirrahim. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu a entamé la création de l'être humain à partir d'argile. Ensuite, il a établi sa filiation en la codant sélectivement dans une eau aqueuse. Ensuite, il l'arrangea en des formes requises, puis il le grossit en dimension d'un souffle mu de l'Esprit de Dieu. Il vous anéantit d'un oui, 2 yeux et d'un cœur, et très peu d'entre vous en sont reconnaissants. Par ce verset coranique, l'Omniscient mentionne 3 étapes essentielles de créativité qui auraient abouti à la création de l'être humain. La première des étapes nous renvoie au passage des composés argileux qui auraient migré vers un contenu liquide très consistant en ingrédients solubles et qui auraient activé une formation d'une substance séminale. La seconde étape aurait été de transcrire la biparité, mâle et femelle, dans cette substance à caractère passif ou actif par alternance. La troisième étape, cela a été de transférer l'ensemble des caractères et des ingrédients vers un processus dynamique de développement et de gestation qui aurait pulsé la filiation des séquences vers la création d'un être humain. Pour comprendre comment la transition s'était-elle effectuée du sédiment de la Terre à la sémiotique, il a fallu recourir aux quêtes de la vie prébiotique d'abord puis à l'explosion des espèces dans la vie marine. Ce volet d'études et de recherche draine avec lui le comment de la vie sur Terre. Comment la matière inerte aurait-elle engendré le vivant ? Des physiciens des universités Harvard et de Princeton, aux États-Unis, ont trouvé un élément de réponse. Ils ont mis au point des conditions physico-chimiques simples dans lesquelles des molécules de montmorillonite, une argile qui s'organise en feuillets, s'agencent pour former des vésicules robustes et semi-perméables de quelques dizaines de micromètres. La formation spontanée de liposomes à l'intérieur de ces vésicules suggère que des compartiments similaires ont pu se constituer au sein de telles vésicules dans la nature. Le géophysicien Robert Hazen tente aujourd'hui de montrer que nous avons oublié un ingrédient essentiel dans la recette de la vie, les roches. Regardez cette veine de calcite. Rien ne semble moins vivant qu'une pierre. C'est inanimé. C'est l'antithèse d'un être vivant. Pourtant, on commence à se rendre compte que les roches ont joué un rôle fondamental dans l'apparition de la vie. Ce chercheur entend montrer la relation secrète entre les roches et la vie. Une relation qui a permis à la fois l'émergence du vivant et son évolution vers des formes plus complexes. Robert Hazen recherche des réponses dans la pierre. Mais
est-il sur la bonne voie? Robert Hazen recrée alors le cocktail de la Terre primitive en introduisant cette fois des roches et des minéraux réduits en poudre. Les roches vont-elles changer la donne? Les atomes s'assemblent pour former de nouvelles molécules organiques et parmi elles, des acides aminés. Dès qu'on a placé des roches et des minéraux broyés dans les capsules en or, il s'est passé toutes sortes de choses étonnantes. Des molécules organiques sont apparues. Elles sont devenues plus stables, elles duraient plus longtemps. Et on s'est dit, ah, là on tient quelque chose. Un laboratoire londonien pourrait apporter des éléments de réponse. On y étudie les propriétés d'un matériau pour le moins étonnant, la boue. La plupart des gens connaissent bien ce matériau. Il est très collant. Quand on pense à la boue, ça nous évoque généralement quelque chose de mou et de désagréable. Peter Coveney, de l'University College London, manipule la boue à un niveau très complexe. Il a conçu des modèles informatiques qui sont capables de suivre avec précision les mouvements de pas moins de 10 millions d'atomes. La boue peut contenir de l'argile, elle-même constituée des minéraux les plus courants sur Terre. C'est dans sa structure atomique que l'on découvre ce qui la rend collante et peut-être propice à l'émergence de la vie. Vous voyez ici la structure de base de l'argile. Elle est composée d'un grand nombre de feuillets empilés, comme des cartes à jouer. Les feuillets d'argile sont séparés par des espaces qui se remplissent d'eau et d'autres molécules. Ces surfaces, assez étendues, sont propices à la formation de molécules plus complexes, voire d'ARN. Une partie essentielle du code génétique commun à tous les êtres vivants. L'une des questions les plus difficiles sur l'origine de la vie, c'est de savoir comment on a pu passer de simples briques élémentaires aux structures complexes qui composent les systèmes vivants. L'argile offre un mécanisme qui permet de passer d'un stade à l'autre. Ces simulations montrent que le secret de l'argile réside dans ses surfaces. La surface de ces minéraux est incroyable, elle produit toutes sortes de réactions chimiques. Pour Robert Hazen, les minéraux, comme par exemple l'argile, illustrent un aspect fascinant de la chimie. Car la surface où les réactions se produisent peut être aussi importante que les ingrédients eux-mêmes. La chimie la plus délicate se déroule à la surface des solides. Votre corps, vos cellules, sont presque entièrement les surfaces sur lesquelles s'opèrent des réactions chimiques. S'agissant des origines de la vie, les minéraux remplacent en quelque sorte les surfaces de votre corps qui produisent ces réactions chimiques. Nous commençons enfin à comprendre le rôle caché qu'ont pu jouer les minéraux dans l'apparition de la vie. Ils ont fourni une partie des ingrédients et des surfaces sur lesquelles s'opèrent d'importantes réactions chimiques. Les minéraux et la vie ont conjointement déclenché les réactions chimiques qui ont sculpté la planète que nous voyons aujourd'hui et contribué à créer la vie que nous connaissons. Dans cet endroit, on prend conscience de l'immensité du temps et de la constance des changements. Cette avancée dans la recherche a fait dire à Joël de Rosnay que nous étions nés de l'argile. À la fin des années 1970, les scientifiques ont mis au point les deux premières méthodes de séquençage de l'ADN. Alan Maxam et Walter Gilbert ont développé le séquençage chimique, méthode également appelée séquençage de Maxam-Gilbert. Le séquençage de l'ADN a permis de déterminer l'ordre des nucléotides dans un brin d'ADN. À savoir l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Ces nucléotides sont les éléments chimiques constitutifs de l'ADN. L'ordre ou la séquence de ces éléments indique à vos cellules comment se comporter. Au début des années 1980, les scientifiques ont découvert deux nucléotides qui seraient nés de l'argile. Les chercheurs continuent d'étudier le rôle de ces nucléotides. À ce jour, on a découvert qu'ils jouent un rôle important dans l'activation et la désactivation des gènes.
le séquençage de l'ADN consiste à déterminer la succession des nucléotides des molécules d'ADN. Au début des années 1990, la communauté scientifique internationale a jeté les bases d'un projet dont l'objectif était d'obtenir la séquence complète du génome humain. En raison de la taille de ce génome, les grands centres de séquençage, réunis en un consortium international, ont convenu de diviser le travail. Chaque centre s'est également engagé à déposer les séquences dans des bases de données publiques. Le génome humain a été séquencé à 99% et comprend 3,2 milliards de nucléotides. On dénombre à ce jour près de 25 000 gènes humains. Le séquençage de l'ADN s'est avéré très important dans différents domaines, y compris la médecine, la biotechnologie et la criminalistique. Cette technologie peut aider les scientifiques à trouver les gènes impliqués dans les maladies et à développer des remèdes. Le séquençage de l'ADN peut également aider les scientifiques qui enquêtent sur des crimes. Ces professionnels du génome humain se basent sur les preuves génétiques, comme les échantillons de cheveux ou de cellules cutanées. Le séquençage, à lui seul, ne détermine pas la longévité de la vie, il faut lui associer les télomères, ces gènes qui recouvrent les extrémités de l'ADN et qui également tapissent le socle des allèles où devraient se déposer les nucléotides. Et plus le télomère est long et plus la longévité de la vie est exprimée. Et plus, le télomère présentera des trous dans son tissu, comme un gruyère et plus le télomère raccourcit, la vie de l'individu en serait écourtée. Les télomères, ce sont les extrémités des cellules d'ADN. Ils sont marqués en rouge. Plus les télomères sont longues, et plus ils assurent la longévité, mais plus les télomères sont courts et plus il y aurait des incidences sur la polymérase de l'ADN, donc la vie. Que sont les télomères? Le vieillissement humain est un processus complexe que la science ne comprend pas encore parfaitement. L'un de ces indicateurs est la longueur des télomères, qui se trouve à l'extrémité des chromosomes. Les télomères sont la partie extrême des chromosomes et l'un des sujets les plus fascinants de la science actuelle. On pense qu'il pourrait apporter de grandes réponses sur des processus complexes et énigmatiques tels que le vieillissement, le cancer et la mort. Les télomères ont été découverts dans les années 1930 par Hermann Joseph Müller, avec Barbara McClintock. Ils ont reçu un prix Nobel pour cet exploit. En 2009, les chercheurs Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Grader et Jack W. Shostak ont reçu un autre prix Nobel de médecine pour leurs avancées dans le même domaine. On croyait autrefois que les cellules pouvaient se diviser à l'infini. Puis on a découvert que les cellules ne pouvaient en fait se diviser qu'un certain nombre de fois avant de mourir. La longueur des télomères détermine la distance qui sépare les cellules de la mort. La recherche qui a permis de découvrir l'une des causes fondamentales du vieillissement a remporté le prix Nobel. La réponse ne peut se voir à l'œil nu. Il s'agit de quelque chose qu'on appelle un télomère. Les télomères sont des segments d'ADN répétitifs qui deviennent des capsules ou des extrémités protectrices sur nos chromosomes. Leur tâche est de protéger notre ADN. À la naissance, les télomères sont longs, mais avec le temps, ils commencent à se raccourcir. Si courts, en effet, qu'ils s'effilochent comme le bout d'un lacet, et le processus qu'on appelle le vieillissement cellulaire débute. Quand les télomères deviennent trop courts, nos cellules ne peuvent plus faire leurs fonctions cruciales. Elles commencent à s'autodétruire et finissent par mourir. Les scientifiques appellent ce phénomène apoptose. La mort des cellules est une chose, mais quand elles cessent simplement de fonctionner, elles peuvent relâcher des radicaux libres dangereux et des molécules inflammatoires qui endommagent essentiellement les cellules avoisinantes. Préparez-vous pour l'avenir. À la sourate intitulée « Élire », verset 25, Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons créé l'être humain d'une argile sédimentaire, extraite d'une boue à odeur fétide. Lorsque Joël de Rosnay a abordé la question de comment la vie s'est organisée sur Terre, il aborda un chapitre de la vie intitulé « Né de l'argile », en disant que la vie est apparue dans les lagunes et des marécages. Dans ces milieux-là, dit-il,
il y a du quartz et de l'argile, dans la structure du feuillet de l'argile aurait servi de substrat à la constitution des molécules plus longues. C'est dans l'argile que se sont associées les molécules des unes des autres. Des expériences récentes ont confirmé qu'en présence d'argile, les fameuses bases s'assemblent spontanément en petites chaînes d'acides nucléiques, des formes simplifiées de l'ADN, futur support de l'information génétique. Et, d'après sa déclaration, nous pouvons dire que la religion nous a renseigné ce que la science nous enseigne aujourd'hui. Au premier rameau de ces versets coraniques ci-précédents, il est dit que toute espèce vivante est créée à partir d'eau. En effet, au plan ontologique, le fœtus de toute espèce animale amorce son évolution fœtale dans une poche à eau, appelée liquide amniotique. Ce liquide est composé de 97% d'eau. En phylogénèse, la paléontologie descriptive associe le passage du milieu aquatique au milieu terrestre à la sortie de l'eau des espèces. En biologie animale, par l'expression « sortie des eaux », elle entend, le plus souvent, à la sortie de l'eau des tétrapodes ou des batraciens. La science nous enseigne. Vous le savez très certainement, notre corps est en grande partie constitué de liquide, d'eau. Cela vient du fait qu'il y a fort longtemps, nos très lointains ancêtres sont apparus et vivaient en milieu aqueux. Ils étaient alors des créatures aquatiques. Ce n'est que bien des millions d'années plus tard que leurs descendants se sont affranchis de l'eau pour devenir terrestres. Cependant, avant que la créature aquatique en engendre une totalement terrestre, un bon nombre d'espèces intermédiaires se sont succédées au fil de l'évolution. Pour le dire en termes simples, avant que le poisson ne devienne un reptile, il y a eu autre chose, des sortes d'amphibiens. De la vie aquatique à la vie terrestre. Ce sujet, sortir de l'eau ou le passage de la vie aquatique à la vie terrestre, est une transition qui a sollicité du temps chez les espèces aquatiques. Les scientifiques appellent ces modes de passage l'évolution. C'est une évolution lente. L'Omniscient décrit dans le Coran cette périodicité datoire, sous-entendant par là, phase, cycle ou période successive dans le processus de la créativité. Il a fallu selon les paléontologues du Dévonien que les sarcoptérygiens, ces poissons aux nageoires paires des pattes marcheuses et devenir des tétrapodes. Ces espèces reçussent des modifications dans les caractères dans leur génome et les voir ainsi adapter des postures nouvelles dans leur locomotion. Pour le croyant, c'est l'Omniscient qui préside à cette sortie de l'eau. La sortie des eaux. Cette espèce marque une étape importante dans l'adaptation à la locomotion terrestre, puisque ses nageoires pectorales charnues sont des prototypes des membres des tétrapodes. Cela suggère que la transition vers le déplacement des tétrapodes, qui repose sur la propulsion des membres postérieurs, est passée par un stade d'appui sur les membres antérieurs, accompagné de l'ondulation du corps. Au plan paléontologique, l'histoire du passage de la vie aquatique à la vie terrestre chez les vertébrés réserve bien des hypothèses. La biologie animale associe à ce passage de l'évolution de la Terre, la sortie de l'eau des tétrapodes ou des batraciens. Or, pour comprendre la sortie des eaux des autres espèces du parc animalier, il faudra alors recourir à l'étude des vertébrés aquatiques et de déterminer les caractères qui ont subi des transformations. Cette étape reste bien mystérieuse, mais il résulte que durant cette période l'Omniscient aurait arrangé bien des codons au programme de développement du patrimoine génétique. Un ordre de rangement génétique primordial qui aurait permis aux espèces de parcourir les espaces. Ce codon s'est laissé lire au travers des gènes architectes. Ces gènes homéotiques apparaissent durant le développement embryonnaire afin d'organiser les structures du corps. Certains d'entre eux, les OXD, sont impliqués dans la formation des membres antérieurs. Ils sont activés en 2 vagues successives, permettant la formation du bras, puis celle de la main. Voici donc des codons qui programment le développement du patrimoine génétique et en exprimant l'ordre de rangement. Une équipe menée par Denis Duboul, professeur à l'UNIG et à l'EPFL, et Guillaume Andreille, décrivent dans une revue de sciences comment qu'au cours d'un laps de temps, se mettrait en place le plan de construction de notre corps, durant sa vie embryonnaire. L'apparition des membres et des vertèbres est orchestrée par une famille de gènes, architectes, nommés OXD, chacun d'entre eux fournissant une instruction précise à un moment donné. Cette équipe démontre que ces gènes sont alignés sur nos chromosomes en suivant l'ordre des structures qui vont apparaître, d'abord les éléments de l'épaule, puis ceux du bras, pour finir avec les doigts. Les gènes du groupe OXD coordonnent notamment les opérations de formation des membres. Comment les gènes OXA coordonnent la mise en place des codons ainsi que leurs expressions?
Ces gènes sont transcrits en 2 vagues successives, ce qui permet l'élaboration du bras, puis celle de la main. Le professeur affirme qu'ils ont déjà découvert que les gènes responsables de la main étaient contrôlés par des amplificateurs, des séquences d'ADN spécifiques situées dans un domaine adjacent, à une extrémité du groupe OXT. Ce domaine de régulation adopte une configuration tridimensionnelle différente, selon le degré d'activité des amplificateurs. Les interactions successives de différents gènes OXT avec 2 domaines de régulation adjacents aboutissent à l'élaboration respective du bras et de la main. La formation du poignet, quant à elle, provient d'une région à l'interface de ces 2 sphères régulatrices, dans laquelle les gènes OXT sont inactifs. Les gènes OX ou homéopathiques présentent 2 phases actives et une inactive. Activation du domaine A contrôle la formation du bras. L'activation du domaine B contrôle la formation des doigts. Quant à la troisième, qui est au milieu, reste inactive et contrôle les gènes des poignets. Une autre équipe de chercheurs cette fois du côté de la péninsule ibérique découvre une surexpression soudaine d'un gène, appelé gène OX13. Ce gène connu pour être impliqué dans la mise en place des membres le long de l'axe du corps. Cependant, cette surexpression ne s'est pas faite toute seule mais une volonté omnisciente a procuré à certaines espèces marines des membres articulés suffisamment solides pour se déplacer sur la terre ferme, en lieu et place de leurs nageoires. Mais voilà, la pensée scientifique n'aime pas trop que l'on mêle à ses exposés les expressions qui font paraître l'intervention divine. Elle préfère le langage de la nature et ne se soucie guère si l'interprétation de la nature ne laisse parfois passer de confuses paroles. À l'évidence que la nature est un livre grand ouvert et nous sommes ses lecteurs. Cependant notre lecture ne doit pas se limiter aux pages et aux chapitres restrictifs de ce livre. Elle doit certes prendre connaissance de ce livre mais sans oublier et au grand jamais son auteur. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre posthume. La science est le terrain de prédilection de l'œuvre divine. L'humanité est arrivée à une sorte de demi-conscience. L'Occident apprécie l'œuvre divine sans en connaître l'auteur, et le monde oriental et plus précisément le monde musulman reconnaît l'auteur, mais s'enquêter comme il le devrait sur ses sciences. Et pourtant, Dieu dit dans le Coran, « J'ai investi de la science sur toute chose ». L'Occident malgré son obstination à désavouer les textes, relatifs au domaine de la création divine, il s'entête à justifier ses arguments par le raisonnement spécifique de la science. Il n'interloque qu'en puisant dans les arguments de la science d'aujourd'hui. Et pourtant, ces arguments sont justes et empreints de vérité. Mais, il ne les oppose qu'au savoir judéo-chrétien. Il ne se rend pas compte qu'une religion attenante à la leur développe des arguments plus justifiés et accrédite la parole divine telle décrite et révélée par le Coran. Néanmoins, et n'en demeure pas moins, que l'Occident reste à son insu, un excellent chercheur scientifique qui à son insu, authentifie et justifie les arguments de la science coranique. En revanche l'Orient mahométan rend plus hommage à Dieu, mais sans quêter, en profondeur, sur les œuvres telles décrites par le Créateur. L'Orient musulman devrait s'investir avec plus de quêtes sur les minuties de la matière physique du divin. Il n'investit pas assez dans le savoir divin. Einstein, au siècle dernier a compris cette nécessité, et a déclaré dans une allocution, qu'il faudrait aimer l'intelligence de Dieu et comprendre son raisonnement. Et, quelle synergie elle formerait ces civilisations, si l'une reconnaissait que l'œuvre de l'Omniscient n'est pas une œuvre posthume et que l'autre devrait plus s'imprégner et s'investir dans la connaissance de la matière divine. Il est évident que l'auteur de ce livre est bel et bien vivant. L'Éternel se définit, lui-même, dans le Coran comme étant le vivant actif. Il est le sempiternel vivant, nous apprend qu'il est toujours occupé par les affaires du ciel et de la terre. Cet omniscient Azza wa Jal crée à sa guise, modifie et arrange du côté de la biologie, les caractères selon ses inspirations divines. À lui revient cet événement qui a suscité le passage du milieu aquatique au milieu terrestre. Les vertébrés ne sont sortis de l'eau qu'une seule fois au cours de l'évolution. Une étape décisive puisque certains poissons sont partis à la conquête des continents. Voici 375 à 360 millions d'années. La découverte d'un nouveau spécimen fossile mi-tétrapode mi-poisson a permis de mieux comprendre comment s'est effectuée la transition entre l'eau et la terre ferme. Cette transition a nécessité que des vertèbres, pièces squelettiques cartilagineuses ou osseuses, connaissent des taxons nouveaux. Des caractères génétiques formés à partir de structures embryonnaires leur ont permis d'émerger de l'eau. Ces taxons nouveaux ont permis à l'espèce animale de passer d'un milieu à un autre de façon indépendante, et subissant des adaptations dans leurs organismes. Pour que les vertébrés puissent bien vivre hors de l'eau, plusieurs systèmes, organes et structures durent être adaptés à ce nouveau milieu. Le registre fossile fournit des données très riches sur les adaptations squelettiques.
Ainsi, le squelette axial de certaines espèces aquatiques a dû ressembler à celui d'Ostenopteron, figure 3a, les vertèbres étaient constituées d'un intercentre médian et ventral, d'un pleurocentre dorsal pair et d'arcs neuraux, qui entouraient la moelle épinière. Ces éléments étaient reliés par des ligaments et du cartilage. Les arcs neuraux successifs ne s'articulaient pas entre eux. Cette structure était inadaptée au soutien du poids de l'animal hors de l'eau. Il n'est donc pas surprenant que dès le Dévonien supérieur, les premiers stégocéphales, comme Ichthyostega, figure 3b. Ces vertèbres dont le centre unique, un pleurocentre, fusionnaient tôt dans l'ontogenèse à l'arc neural, figure 3c. Ce type de vertèbres, qu'on rencontre initialement chez des amphibiens, les pospondyles, persiste chez les tétrapodes actuels. Des sangsues à l'homme, le monde du bestiaire a formé un immense groupe d'êtres vivants, très variés par leur mode de locomotion. En effet, le parc animalier présente des vertébrés aux plusieurs caractéristiques de la marche ambulante. Ils se déplacent pour la plupart, et, selon leur milieu naturel, en courant, en nageant, volant et en sautant. Les études squelettiques font ressortir au niveau ossuaire, différents groupes fondés notamment sur leur anatomie et leur classification. L'étude de l'anatomie du vivant a trouvé son terrain de prédilection dans les fouilles des gisements de fossiles et dans le dénombrement des espèces vivantes. Cette quête a permis aux biologistes et aux paléontologues de comprendre les vertébrés, dans leur milieu naturel et dans les sédiments qui conservent encore les traces de leur passage. Cette prospection a permis, aux chercheurs d'étudier et de comparer notamment l'anatomie, le comportement, la morphologie, le mode de locomotion, l'écologie et les ancêtres fossiles des organismes, qui sont groupés en fonction de leurs caractéristiques communes. Et c'est par ces éléments d'information biologique que les hommes de science ont chemin faisant élaborer des systèmes de classification. Les biologistes et les paléontologues ont échafaudé plusieurs théories de classification des espèces. L'embryologie comparée a permis d'établir que les tout premiers stades du développement des animaux sont semblables. Chez les vertébrés, ces similitudes s'observent même à des stades plus avancés. Ainsi, les embryons des vertébrés possèdent tous, au départ, des fentes branchiales qui ne persisteront, à l'état adulte, que chez les poissons. L'étude la plus fréquente en la science de la classification est la taxinomie qui hiérarchise et stratifie le monde vivant en les étageant en une sorte de pyramide, dont la base est l'espèce. Les espèces sont elles-mêmes réunies dans des genres, les genres sont des ensembles d'espèces qui ont de nombreux traits en commun, mais qui ne peuvent pas produire une descendance fertile. Ensuite, la pyramide s'élève, les genres sont groupés en familles, les familles en ordre, les ordres en classes, les classes en embranchements et les embranchements en règnes. Ainsi, un règne rassemble toutes sortes d'espèces très différentes les unes des autres. Voici donc un tableau qui présente la classification des espèces et qui sont hiérarchisées selon des niveaux, citons, comme exemple la hiérarchie des gorilles. La hiérarchie des niveaux dans la classification des espèces peut être complexe et comprendre, outre les principaux taxons, embranchements, classes, ordres, familles, de nombreuses sous- et subdivisions. Ce tableau présente, de façon non exhaustive, les niveaux de classification du gorille oriental. La science de la classification dénombre les vertébrés comme étant des animaux qui possèdent une colonne vertébrale. L'échine dorsale est structurée d'os, appelés vertèbres, cervicales, dorsales et lombaires. Ces vertèbres s'articulent entre eux. Elles servent à protéger la moelle épinière, mais aussi à soutenir le corps. Qui sont les vertébrés? Les vertébrés comprennent 5 grands groupes d'animaux. Les poissons, ce sont des vertébrés aquatiques dotés de nageoires, et dont le corps est couvert d'écailles, les amphibiens. Ce sont les grenouilles, les crapauds, les rainettes, les salamandres et les tritons, leur peau doit rester constamment humide et ne porte ni écailles, ni plumes, ni poils, ils ont pour la plupart 4 pattes. Les reptiles, ce sont les serpents, les lézards, les crocodiles et leurs cousins. Caïmans, alligators et gavials, et les tortues. Leur corps est couvert d'écailles et ils ont 4 pattes, sauf les serpents qui n'en ont aucune. Les oiseaux, ce sont des vertébrés à plumes qui ont 2 pattes et 2 ailes et qui sont pour la plupart capables de voler. Les mammifères placentaires, le groupe dont fait partie l'homme, ce sont des vertébrés baleines, dauphins, phoques, ovins, bovins camélidés et primates dont le corps porte des poils et chez lesquels les femelles allaitent leurs petits. De la marche ondulante à la reptation. En paléontologie, cette partie d'étude prospecte les acquisitions d'adaptations nouvelles qui ont permis aux espèces de passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Les poissons se déplacent par ondulation du corps et de la queue, les nageoires jouant le rôle de balancier. Chez les tétrapodes, les os des nageoires vont servir à soutenir les membres, tandis que la queue va servir de balancier. Par ailleurs, les formes terrestres doivent également s'adapter à la gravité, ce qui implique le développement d'une colonne vertébrale rigide et des membres puissants.
La reptation est une forme d'adaptation distincte, elle correspond à un mode particulier de locomotion, chez les espèces vivantes. Chez les animaux terrestres sans squelette comme le ver de terre et l'escargot, la locomotion se fait grâce à des ondulations le long du corps dues à des contractions musculaires, reptation. Chez les animaux possédant un squelette externe comme chez les insectes et les crustacés, les muscles sont attachés aux parties du squelette et permettent lors de leur contraction le mouvement de ces parties entre elles. La combinaison de plusieurs mouvements élémentaires permet le vol comme les oiseaux et certains insectes. La reptation, c'est une manière d'avancer sans pattes, c'est l'action de ramper. Le principe de base de la reptation est de pousser vers l'arrière sur le sol pour permettre au corps d'avancer. Les animaux rampants peuvent se déplacer sur et dans la terre, dans l'eau et sur la glace. En observant les espaces animaux qui ont été adaptés à ce mode de locomotion, nous remarquons que le ver de terre a des poils en soie sur son corps qui l'aident à s'ancrer dans le sol et à se déplacer. Le serpent, quant à lui, a développé différents types de glisses. Il utilise la friction de ses écailles pour pousser sur le sol avec ses muscles puissants. Si son corps était complètement lisse, il se tortillerait sur place sans efficacité. L'escargot, un mollusque, se sert, quant à lui, de son pied musculaire qui agit en faisant une sorte de vague avec ses muscles. C'est une super danse du ventre. Il n'y a pas que les petits animaux qui rampent, le morse aussi le fait pour se déplacer sur la glace. Bilan sur les différents modes de locomotion. Quel que soit le type de déplacement, c'est en exerçant une poussée sur un appui qu'il a lieu. Le tableau suivant rappelle les principales caractéristiques des différents modes de déplacement utilisés par les animaux. La forme de marche ambulante est apparue, au cours de l'évolution de la Terre, pour permettre aux groupes de vertébrés de conquérir les espaces et de nicher dans les milieux naturels de leur environnement écologique. Ces espèces mobiles présentent un vaste ensemble de vertébrés. Des vertébrés aquatiques et des vertébrés de la terre ferme. Les archives paléontologiques dénombrent parmi les espèces de poissons qui ont occupé le milieu marin, les vertébrés sans mâchoire comme les agnates, les lamproies et les myxines et les vertébrés pourvus de mâchoires comme les gnatostomes. Ces groupes frères de poissons vertébrés montrent des homologies et partagent quelques caractères dérivés. L'essentiel de la différence est la forme de la cavité buccale et les nageoires. Les uns ont la bouche arrondie et munie d'une ventouse et les autres subissent une transformation du second arc squelettique leur permettant d'être pourvus d'une mâchoire. Quelques espèces de vertébrés du monde aquatique comme les agnates, les lamproies et les myxines et les vertébrés pourvus de mâchoires comme les gnatostomes. Cette acquisition s'accompagne également du développement d'une paire de nageoires. Les nageoires sont les éléments essentiels de la généralisation de la stabilité, de la mobilité et de la force propulsive. Le déplacement d'un poisson moderne se réalise par le mouvement de vagues musculaires rythmiques et alternantes le long du corps et transmises à la queue. Ces pulsations poussent vers l'arrière une colonne d'eau et propulsent le poisson de monter, descendre, tourner à droite, à gauche et de freiner. Elles peuvent servir à faire reculer l'animal. Le développement des nageoires paires va donner à ces poissons une mobilité supérieure à celle des agnates et de les supplanter. Les espèces vivantes, du monde aquatique, vont au cours de l'évolution des aires géologiques, connaître des pièces osseuses nouvelles, leur permettant une meilleure adaptation à la nage, elles connaîtront un accroissement important de la taille. Elles développeront une diversification des nageoires pectorales, de plus en plus mobiles, plus puissantes en liaison avec une meilleure adaptation à la nage. Certains groupes de poissons vont développer une structure mandibulaire énorme, aux dents de scie et de rasoir, et devenir des prédateurs. Ils vont dominer sur les eaux marines et les eaux douces. Et c'est par l'étude des vertébrés que les biologistes déterminent l'aptitude de l'animal à la marche ambulante en raison de son mode de locomotion. Les biologistes et les paléontologues déterminent les caractéristiques physiques qui accompagnent la posture adaptée par l'animal. Par exemple, dans les caractéristiques qui accompagnent la bipédie, le squelette est très spécialisé. La base du crâne présente un orifice qui permet aux nerfs spinaux de pénétrer dans le cerveau. Le bassin est court et en forme de corbeille, les jambes sont longues. Les genoux légèrement tournés vers l'intérieur et il est possible d'observer une série d'adaptations au niveau des pieds et des chevilles, telles que l'arc du coup de pied. De la marche quadrupède à la bipédie. Elle est souvent associée à la conquête du milieu terrestre. Les humains sont des êtres capables de se déplacer sur leurs membres inférieurs. Sur leurs deux pieds. Ils peuvent se tenir en équilibre durablement. Toute leur anatomie est parfaitement adaptée à l'équilibre et à la locomotion bipède.
Les mécanismes du maintien de la posture debout sont avantagés par les rôles des muscles antigravitaires. La stabilisation et l'orientation sont les deux fonctions principales de leur système postural. Les humains ont une bipédie permanente, que ce soit en marchant, en courant, en restant debout ou encore en demeurant immobile. Elle est particulière et très caractéristique, à la lignée des Homo sapiens. Elle possède une structure osseuse singulière qui lui permet de pérenniser la station debout. Elle est différente des autres bipèdes du grand parc animalier. Or, la bipédie du bestiaire est intermittente, non usuelle et occasionnelle. Tandis que la bipédie humaine est unique par sa mobilité, elle est parfaitement adaptée aux lois physiques de la gravité terrestre. Elle possède une structure osseuse qui lui permet de maintenir son équilibre ou de se mouvoir dans ses déplacements, et tout en maintenant sa station debout. C'est une acquisition sans pareille. La bipédie humaine est adaptée à son mode de locomotion qui lui permet de garder en permanence la station debout. Elle se maintient en position verticale en prenant s'appui sur ses deux pieds. La bipédie humaine est pérenne et contraire aux autres bipèdes du parc animalier. Les chimpanzés et les bonobos peuvent à l'occasion se déplacer sur leurs deux pattes. Mais, la bipédie humaine est exclusive et impose des contraintes mécaniques que ne se retrouvent enregistrées que dans le squelette. Elle possède une morphologie fonctionnelle. Voilà comment peut s'illustrer la bipédie fonctionnelle. Aussi bien, chez l'homme primitif que l'homme moderne, leur mouvement est cohérent et parfaitement équilibré. بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Sourate intitulée « La royauté ». Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Se peut-il donc, que celui qui marche courbé, le visage face à terre, soit mieux guidé que celui qui se tient droit et marchant sur le droit chemin? Ce verset coranique est particulier, il vise à montrer les bienfaits de l'utilité physique de la station debout lorsqu'elle est imprégnée d'une certaine culture de la sagesse. C'est pourquoi dit-on, marcher droit, c'est bien, mais marcher sur le droit chemin, c'est mieux. La station debout à laquelle l'Omniscient fait allusion dans ce verset coranique, c'est le caractère de la verticalité qui offre bien des avantages aux derniers bipèdes sur Terre, et que nulle autre espèce de bipède ne possède. C'est la verticalité parfaite de la station debout. Elle est harmonieusement agencée avec la locomotion. Elle offre au champ de vision plus d'espace à la vue et elle permet d'évaluer l'environnement en de meilleures postures. La station debout est anatomiquement l'une des dernières acquisitions du monde des bipèdes. Avec cette acquisition, le créateur met fin au développement des structures osseuses et exergue un nouveau chapitre de la création. C'est celui de la culture. Ce nouveau chapitre dans la création des espèces ouvre la voie à l'émergence des caractères culturels dans l'anatomie fonctionnelle du bipède. Il y a à la fois rupture et une continuation. Du même et du différent. Il y a une mise fin dans la modification des structures osseuses et amorce des changements dans les structures cognitives. Une ère nouvelle est née en s'amorçant avec les premiers balbutiements du langage, monème et phonème compris, de la conscience de soi, de celui d'autrui et de la mort. C'est dans cette phase particulière qu'est apparu le premier être pensant. Et son commencement est argileux et non un descendant d'un quelconque prédécesseur. Ces précédentes créatures relevaient du monde du bestiaire, même si en apparence, ils partagent quelques caractères avec l'humain. Ils ne sont nullement nos ancêtres. L'Omniscient savait que les chercheurs scientifiques, dans leur quête aux origines, allaient se prêter à des confusions et à se perdre dans des vestiges aux multiples variantes d'ossements. Et, c'est à cette déviance dans la quête que l'Omniscient apporte cette précision dans le Coran, que nous sommes tous nés d'Adam et Adam est né d'argile. Cette confirmation divine est appuyée par quelques assertions d'hommes de science comme Joël de Rosnay qui s'interrogea sur le comment la vie serait-elle, organisée sur Terre. Il aborda cette interrogation avec quelques éléments de réponse scientifique. Il dit que la vie est probablement apparue dans les lagunes et des marécages. Il omet de dire aussi les sepka, car dans ces milieux-là, il y a du quartz et de l'argile, dans la structure des feuillets de l'argile et qui aurait probablement servi de substrat à la constitution des longues molécules. C'est dans l'argile que se sont associées les fameuses molécules d'ADN. Des expériences récentes ont confirmé qu'en présence d'argile, les fameuses bases de peptides s'assemblent spontanément en petites chaînes d'acides nucléiques, des formes simplifiées de l'ADN, futur support de l'information génétique. En paléontologie, il n'y a pas de concept d'Adam. Ces hommes de science ne visent que les partages des caractères chez les espèces et essaient de reconstituer les chaînons manquants. Or, Adam n'est pas un quelconque être intronisé dans la hiérarchie des espèces. L'Omniscient va lui attribuer une fonction sociale exclusive et unique dans son genre, c'est d'être un intérimaire sur Terre. Une fonction sociale que nulle espèce n'a héritée auparavant, y compris les habitants du monde céleste.
Cette fonction sociale a créé cependant des irritations chez les habitants du monde céleste. Et, étonnamment, les anges ont contesté cette décision divine et ont interrogé le Créateur, comment se peut-il qu'un semant du désordre et de sang peut devenir votre intérimaire sur terre? Dieu leur répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Et, il recommanda aux habitants du ciel de se prosterner lorsqu'il se présentera à eux. Les anges obéirent mais un récalcitrant du monde de là-haut désobéit et ne se prosterna pas, c'est Iblis, le maudit. Ce qui démontre que toute cette agitation dans le monde de là-haut marque un événement nouveau. C'est l'attribution de la fonction d'intérimaire qui serait en cause. Elle est précieuse et unique. Mais ne nous éloignons pas du sujet.